L'idée du webinaire ici, c'est comment intégrer le désherbage mécanique dans son itinéraire technique. Donc, c'est une série de webinaires. Donc, ici, c'est le deuxième webinaire. Le premier, c'était avec Nicolas. Donc, dans le programme, j'imaginais 45 minutes de présentation. Donc, en combinant forcément ma présentation et celle de Guillaume. Donc, il y aura une partie, disons, un peu plus basique, théorique, avec expliquer la mise en contexte. Ensuite, il y a un petit descriptif des différents outils utilisés. Et alors, vraiment, cet aspect itinéraire technique, il y a des itinéraires théoriques à mettre en place. Et alors, le retour d'expérience de Guillaume avec, avec son recul et ses expériences. Donc ça va durer 45 minutes plus ou moins, puis un temps d'échange de 15 minutes. Et l'objectif au final, c'est vraiment que vous repartiez avec des solutions pratiques, une feuille de route, de nouvelles idées. Je vais expliquer le contexte, les enjeux, l'impact économique, voir également les leviers agronomiques, les différents principes et outils qu'on peut avoir dans ce désherbage et alors des exemples. Donc ça, dans le contexte, disons, actuel et conventionnel, l'idée du désherbage, d'introduire le désherbage mécanique, c'est de limiter l'utilisation des matières actives. Aujourd'hui, on a quand même une grosse diminution des matières actives qui conduit parfois à des impasses techniques. Donc, l'idée est vraiment de combiner désherbage chimique et désherbage mécanique. Donc, vraiment avoir cette polyvalence de pouvoir répondre à toutes les attentes. Euh, donc, ça permet également aussi d'anticiper les évolutions réglementaires. Donc, on sait qu'on va dans le sens de la réduction des phytos, donc il faut vraiment essayer de travailler ça en amont et pas d'arriver au pied du mur et de se retrouver le bec dans l'eau. Et forcément, le recours au désherbage mécanique va permettre de réduire fortement, significativement l'impact des herbicides sur l'environnement. Encore une fois, chose qui n'est pas du tout facile. Ça prend du temps à mettre en place. Il y a tous des leviers à mettre en place avant. Donc, c'est tout l'enjeu de ce webinaire-ci. Donc, dans les enjeux actuels, donc, comme je viens de citer, il y a ceux, disons, pour la partie conventionnelle. Donc, dans les enjeux actuels, donc, il y a également tout ce qui est programme Wallon de réduction de pesticides. Donc, tout ça a été mis en place pour réduire les phytos. Donc aujourd'hui, on peut essayer d'avoir des primes sur tout ce qui est binage. Ça reste encore relativement assez faible parce qu'il faut pas se leurrer. Le coût du binage reste, enfin, le coût du désherbage mécanique reste assez important. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a encore la possibilité d'aller chercher des fonds, que ce soit chez certaines ASBL, pour faire du financement d'outils. Donc vraiment essayer de rentrer dans cette optique d'avancer, aller de vers l'avant, d'aller vers de l'avant, vers réduire vraiment cette utilisation des phytos. Et je sais qu'il y a certains créneaux qui permettent de pouvoir investir et d'être aidé financièrement à l'investissement. Le désherbage mécanique en lui-même, c'est bien, mais il doit obligatoirement, à mon sens, rentrer dans une approche systémique. Donc, ça veut vraiment prendre en compte et en globalité plusieurs choses. Donc, dans les différents leviers, il y a la gestion du salissement. Donc, il se fait soit par la rotation, les couverts, la date de semis. Donc, vraiment, la rotation, elle a vraiment pour but de casser le cycle des adventices. Et ça a vraiment un rôle très important et très significatif dans ce schéma-là. L'implantation des couverts, éviter, encore une fois, d'avoir des sols nus, éviter la levée des adventices. Et la date de semis, voilà, essayer de pouvoir gérer au mieux la date de semis de la culture principale pour éviter certaines levées d'adventices. Donc, dans la densité, faut pas oublier que dans le désherbage mécanique, on agresse, entre guillemets, la culture. Donc, il faut, par ce sens-là, augmenter légèrement la densité. On estime entre 10 et 15% de perte après un passage d'outils. Également, gérer la fertilisation. Il faut amener la fertilisation adéquate à la culture principale parce que tout le surplus va être au bénéfice des adventices et la gestion du travail du sol.
Donc, la gestion du travail du sol, j'entends par là les faux semis, bien entendu, donc vraiment anticiper la levée des adventices, mais également de réduire la profondeur du travail du sol. La banque de semences qu'il y a dans un sol est inépuisable, et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de réduire ce foisonnement de terre et de travailler au minimum. Au minimum, on travaille, au moins on a de chances de lever en dormance les adventices qui sont dans le sol. Donc, les 5 principes du désherbage mécanique, enfin, je les ai présentés comme ça. Donc, forcément, il y a l'action physique sur les adventices, donc vraiment déraciner, couper, recouvrir l'adventice pour limiter leur croissance. Donc, ça, c'est vraiment une attaque physique sur l'adventice pour que cette attaque soit très efficace. Évidemment, il y a le timing, un timing bien précis à respecter. Il faut intervenir tôt. Généralement, quand on intervient tôt, on ne voit pas spécialement l'impact qu'on a fait ou qu'on a eu sur l'adventice. Mais au plus tôt on agit, au mieux l'efficacité sera bonne, au plus l'efficacité sera bonne. Donc, dans le timing bien précis, il y a donc le moment de venir désherber, mais il y a également le moment de la culture. Donc, attends vraiment avoir cette intervention quand la culture principale est tolérante et l'adventice est jeune. Donc, vraiment avoir cette corrélation entre les deux pour pouvoir avoir une efficacité maximale. Donc, les fenêtres sont relativement assez courtes. Donc vraiment justement avoir ce timing bien précis. Donc également des conditions de sol adaptées. Il faut un sol ressuyé, euh, un sol pas trop humide, pas trop compacté. Sinon l'efficacité sera vraiment réduite et là on peut vraiment avoir des gros impacts sur la culture. On le verra aussi par après dans les conditions de sol. On peut également mettre un terrain relativement plat et un terrain aussi absent de beaucoup de résidus. Au plus on a de résidus, au plus le désherbage va être compliqué. Donc vraiment avoir ces conditions de sol adaptées. Donc dans les autres principes, il y a le réglage aussi. Le réglage de la machine est très important. On peut régler la profondeur, la vitesse, la pression, l'angle. Enfin, tous ces réglages-là sont vraiment indispensables pour avoir une bonne efficacité et ces réglages-là dépendent forcément de la culture, de l'adventice, du sol, donc de plein de paramètres. Donc vraiment encore un point très important à prendre en compte. Et alors, encore une fois, bah, comme je l'ai dit juste avant, ce désherbage mécanique-là doit rentrer dans une stratégie globale, à vraiment être complémentaire de tous les leviers qu'on a mentionnés ici juste avant. Donc, le rôle du désherbage, c'est quoi? Euh, Évidemment, il y a lutter contre les adventices, bon ça, tout le monde le sait, mais il a plusieurs rôles. Il a aussi le rôle de herse à paille. Donc, dans le rôle de herse à paille, c'est vraiment avoir cet effet de faire germer enfin, les semences enfin, les grains de blé ou les semences d'adventice qui se présentent après moisson. Euh, Certains outils aussi cassent la croûte de battance. Donc vraiment avoir cet effet d'aération du sol, de relancer une minéralisation aussi du sol. Euh, et ça, voilà, on verra les outils par après, mais certains outils s'y prêtent beaucoup mieux pour justement avoir cet effet de casser la croûte de battance. Et ça, au printemps, le passage du désherbage, à ce moment-là, se justifie très largement. Et on estime aussi qu'entre 2 à 3 passages au printemps, on relarguerait plus ou moins une vingtaine d'unités azote. Donc, après un passage d'outils, on a vraiment ce côté boost de la culture qui se met en place. Le fait de passer aussi avec un outil va permettre de réduire les pertes en eau du sol. Ça va permettre de perturber l'évaporation dans les premiers centimètres du sol et donc favoriser la rétention en eau. Donc dans les différents outils, on en retrouve plusieurs, dont je pense le plus connu, c'est l'RC-Tri. Donc l'RC-Tri, ben, elle est équipée de dents souples montées sur des ressorts. Elle a vraiment cet effet de griffer le sol, de déraciner les jeunes adventices. L'avantage principal de cet outil-là, c'est vraiment il est très polyvalent et permet
a une très bonne efficacité sur des adventices jusqu'au stade de deux feuilles, maximum deux feuilles. Au-delà, l'outil est inefficace et il faut vraiment avoir cette vision de cet outil-là, agir tôt sur des adventices au stade fil blanc à côté des données. Donc les avantages de la RC Tree, donc comme je l'ai dit, c'est très polyvalent, on peut l'utiliser sur plusieurs cultures, de par sa largeur, enfin, peu importe les largeurs, mais ça peut aller jusqu'à plus de 12 mètres. Donc on a vraiment un débit de chantier assez important, une vitesse de travail relativement grande en fonction, encore une fois, de la culture et des adventices présentes. Ça permet donc de stimuler la culture. Après, une herse à paille aura aucune efficacité sur une croûte de battance. Ça, il faut pas se leurrer. Il faut du coup avoir un autre outil et un coût d'utilisation faible par hectare. Enfin, quand je dis coût d'utilisation faible par hectare, c'est de par sa largeur et de par son débit de chantier, va pouvoir permettre de faire un grand nombre d'hectares et donc de réduire, du moins de dispatcher le montant d'achat sur le nombre d'hectares. Une RC-Tri, il y a quand même un certain coût. Et si on veut vraiment être efficace sur tous les points et sur toute la culture, à mon sens, il est pratiquement obligatoire d'avoir à peu de choses près tous les outils de désherbage mécanique et ça commence à être un fameux budget dans une cour de ferme. Dans les inconvénients donc de la RC-Tri, donc comme j'ai dit, il y a l'efficacité qui est limitée jusqu'au stade de feuille. Euh, Il y a des risques aussi de dégâts si on est trop agressif sur la jeune plante en culture, moins performant donc sur des sols lourds et donc sur également aussi des croûtes de battance. On n'arrivera jamais à casser une croûte de battance. Et alors, ben, nécessite ça un peu comme donc tous les outils, enfin je le dirai à chaque fois, mais nécessite des conditions sèches, enfin du moins sèches, un sol ressuyé avec et également un sol nivelé pour vraiment avoir un travail régulier. Dans le deuxième outil, on a la houe rotative. Donc la houe rotative, elle, donc c'est comme on le voit bien, ce sont des roues étoilées, donc vraiment avoir cet effet de légèrement rentrer dans le sol, donc jusqu'à 1-2 centimètres, et va pouvoir aller vraiment déloger, de décrocher, avoir cet effet choc sur l'adventice. C'est un outil qui marche très très bien en complément, allez, avec la RC Tri. Donc le fait de passer la houe rotative puis la RC Tri va permettre d'augmenter l'efficacité du désherbage. La houe rotative, donc bah, un peu comme la RC Tri, peut avoir des grandes largeurs de travail, euh, peut avoir une vitesse d'avancement assez rapide, euh, donc un bon rendement horaire, permet, elle, vraiment d'avoir une efficacité, une très bonne efficacité sur l'aération du sol et du coup, forcément, la minéralisation par rapport à la RC-Tri où elle n'aura aucun impact. Et dans les inconvénients, donc ça, c'est plus, enfin, par chez nous, on n'en rencontre pas trop. C'est plus dans la France, mais sur les sols vraiment fort caillouteux, généralement, parfois, on peut rencontrer des problèmes où la roue peut se bloquer, donc créer un sillon et du tout, enfin, et du coup, ne pas du tout faire un bon travail. Mais ça, par chez nous, ça reste relativement rare. Mais sinon, comme dans tous les outils, bah, pareil, avoir un sol ressuyé, hein, avoir un sol assez plat pour avoir une efficacité maximum. On a également la rotoétrie. La rotoétrie, c'est disons, une combinaison de la RC-Tri et de la houe rotative. Donc, elle permet d'avoir la souplesse de la RC-Tri et l'agressivité de la houe rotative. Donc, vraiment, ici, chaque étoile pénètre légèrement dans le sol. Ça a une action beaucoup moins agressive que la houe rotative, mais reste, disons, un outil entre la houe rotative et la RC-Tri. Donc, pareil, relativement une très bonne polyvalence, un travail régulier et sélectif, efficace sur les jeunes adventistes, bah, comme, comme les deux outils juste avant. Il faut vraiment agir sur des adventistes très très jeunes, une vitesse de travail qui est assez élevée, entre 8 et 12 km/h. Et dans les inconvénients, bah, ça reste identique. Donc, terre ressuyée, terre plate, et vraiment avoir des adventices peu développés.
Et dans la suite des outils, donc on a ici la bineuse. La bineuse, elle, bon, est assez connue par chez nous. Donc ça, elle a vraiment un effet bénéfique sur comment, l'interrang. Donc vraiment avoir cet effet de travail, de travailler entre les lignes. Donc ça s'utilise assez bien en maïs. Euh, il y a des bineuses qui commencent vraiment à être très très efficaces par guidage caméra. Et là, on arrive vraiment à faire du bon travail. Et ça reste donc un des outils qui reste très efficace sur les adventices, disons, un peu plus développés. Donc, des exemples d'itinéraires qu'on peut retrouver en conventionnel et en bio. Donc, en betterave, disons, le combiner désherbage chimique et mécanique, ça peut se faire. Au début, c'est pratiquement impossible de venir faire un désherbage mécanique car la culture n'est pas assez développée. Donc, du coup, là, on viendrait forcément donc, avec un désherbage chimique. Puis, à partir du stade 4 feuilles et pas avant, on peut commencer à venir avec une hercétrie. Donc là, voir cet effet de casser les adventices, de les arracher légèrement. Puis alors, au stade 6 8 10 feuilles, venir avec des bineuses, ça qui se fait dire, assez souvent et donc vraiment limiter l'utilisation des phytos par ce biais-là d'utiliser le désherbage mécanique. Donc ça, c'est un schéma, disons, très théorique. Forcément, le schéma va dépendre de la météo. Si la météo s'y prête pas, bah, en fait, désherbage mécanique, on l'oublie. Ça a vraiment une fenêtre d'action assez courte si la météo le permet. Et alors, il faut surtout à chaque fois, si les conditions se présentent et le permettent, il faut pas hésiter à faire un passage de désherbage mécanique parce qu'on ne sait pas le temps qu'il va y avoir dans une semaine, 15 jours, 15 jours, même plus, voire plus. Et ça, l'adventice ne va pas vous attendre. Donc, une fois le stade dépassé, vous aurez aucune efficacité sur, sur l'adventice. Euh, En bio, donc ici, forcément, en bio, bah, on n'a pas, il n'y a pas de phyto, donc il y a beaucoup plus de passages, des interventions beaucoup plus importantes. Donc l'idée est vraiment d'avoir un travail préventif, donc faire un maximum de faux semis, donc deux, trois faux semis, vraiment essayer de faire lever les adventices, puis ensuite ben, venir avec une hercétrie assez tôt, mais en faisant bien attention au stade de la culture, et puis venir ben, avec pareil des bineuses, peu importe quel type de bineuse, mais venir vraiment plusieurs fois et avoir cet effet de, de, de casser à chaque fois l'adventice qui pourrait regermer et redémarrer, ne pas se laisser dépasser. J'ai un peu fait des recherches et un peu regardé ce qui se faisait. Ici, la ferme Wilmot a vraiment de très bonnes idées, reste quand même super innovante. Enfin, ça, vous pouvez pouvoir trouver toutes les infos, toutes les vidéos sur YouTube. Enfin, ici, j'ai repris vraiment des passages très courts, hein, mais l'idée, lui, vraiment, c'est de désherber sur but. Donc, comme ici, par exemple, il sème son blé en but sur une butte. Donc, vraiment, l'idée de venir désherber derrière, de biner derrière et de pouvoir essayer d'arriver au plus proche du, du blé, quoi. Donc, je vais vous montrer rapidement la vidéo. Donc, vraiment, donc ça a été semé sur but. Lui, il revient forcément dans ses passages et le travail se fait vraiment assez proprement. L'avantage que la ferme Wilmots a, c'est vraiment, enfin, ça, je suis assez impressionné, c'est leur capacité de pouvoir créer tous les outils, enfin, vraiment avoir une vision et une capacité à mettre en œuvre les outils qu'ils fabriquent. Et donc là, on a vraiment cet aspect où ils ont vraiment créé une dent derrière pour venir frotter le côté de la butte pour vraiment déloger les adventices et devant mettre une pointe pour faire un léger travail du sol pour venir déloger les adventices et pareil, recréer
une légère minéralisation. Et donc ici, on voit bien, enfin, vous pourrez mieux voir sur YouTube, mais il crée vraiment cet effet binage en céréales. Et la même chose donc en maïs. Donc en maïs, c'est le même principe. Il fait des buts, il sème son maïs sur but et il vient biner son maïs. Donc vraiment ici, l'idée, hop, je vais remettre la vidéo. Donc ici, on voit bien que la levée est régulière malgré le semis sur but. Donc on voit que l'espacement est, allez, la levée est très bonne. Donc l'idée vraiment, donc, comme il le montre avec son doigt, de venir frotter les côtés de la butte, de déloger les adventices et de remettre de la terre sur la ligne pour que les adventices qui se trouvent sur la ligne soient étouffés et soient en partie détruites. Maintenant, il faut, comme il l'explique, il faut que la culture soit assez développée pour qu'elle puisse passer à travers et pas recouvrir trop de terre. Donc, donc ici, il va bien montrer les adventices qui sont délogés. Et l'idée par la suite, c'était de pouvoir réinstaurer des autres dents qui vont déloger la terre, mais dans l'autre sens, donc casser la butte pour vraiment déloger les adventices qui sont sur la ligne et après revenir derrière avec une autre dent pour remettre entre guillemets, de la nouvelle terre sur la ligne. Donc, mais bon, encore une fois, toutes ces vidéos-là se trouvent sur YouTube. Je trouvais ces idées-là assez impressionnantes et importantes, enfin, des nouveautés qu'on ne voit pas partout. Donc, Guillaume, bonsoir. Si tu veux, Salut. tu peux prendre la parole. J'ai remis donc quelques dias comme tu as pu le voir et t'expliquera beaucoup mieux ce que tu mets en pratique chez toi que moi, quoi. Tu auras certainement plus d'expérience. Donc, je te laisse prendre la parole. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok. Ben voilà, c'est bien, j'étais là depuis un moment, donc j'ai pris des notes par rapport aussi à mon expérience et à ce que moi je fais sur le terrain. Donc voilà, moi, pour me présenter, je suis agriculteur à Flavion, donc région de Mettey, Meretsu. Et ben, mon papa enfin, était en conventionnel, maintenant il est parti conventionnel. Et à l'époque, ben, les prix des céréales étaient catastrophiques, on se posait beaucoup de questions. Et ben, je me suis diversifié où fait le pas de faire une partie en bio sur les terres que je pouvais reprendre dans un premier temps. Et donc, tout simplement, je me suis lancé dans l'aventure de faire un peu du bio et je me suis intéressé beaucoup au désherbage mécanique. C'est en fait en allant un jour à la journée Grande Culture en Suisse avec un copain qui fait aussi du phyto. On a été un peu là-bas voir un peu tout ce qui se passait et on était là. Bon, enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a quand même des solutions. euh, et c'était aussi plus aussi par défi et voilà, trouver des autres marchés à ce moment-là. Ce qui s'est bien passé puisque depuis lors, ben, voilà, je cultive chez moi ben, mes 30 hectares que j'ai scindés en six parcelles, en 7 parcelles avec toutes des bandes enherbées autour pour pouvoir faciliter les binages, etc. Et donc avoir une valeur ajoutée, irrigation, ouais, donc en gros c'est ça. Et par après, ben, comme j'étais équipé en désherbage mécanique, ben, pour mes 30 hectares, c'était un peu light vu le coût du matériel. Et on m'a très vite contacté dans d'autres fermes pour faire de l'entreprise. Et donc maintenant, ben, voilà, je travaille à façon pour certains agriculteurs, dont un dont je m'occupe principalement de tout, où j'ai vraiment, après un an, il a vu qu'il y avait une grosse différence, puisque lui, c'était semi-récolté. Et donc, je me suis retrouvé à, voilà, un peu, donc à être plutôt libre sur l'exploitation et à travailler là-dessus. Et donc, bah, c'était assez intéressant parce qu'on est arrivé sur une exploitation avec un historique très compliqué, puisque ça faisait 15 ans qu'il faisait du semi, labourer, semer, et puis on oubliait la culture jusqu'à la récolte. Donc, le défi était immense. Et on arrive à faire maintenant des choses. Maintenant, ben, sur les 90 hectares, il y en a 11 qui sont très compliqués à gérer.
Je m'arrache toujours les cheveux, j'essaie de toujours trouver les solutions, et voilà. Donc tout ça n'est pas si facile que ça. Puisque ben, on n'a aucun levier au niveau phyto, donc en rattrapage, ben, ça passe ou ça casse. Donc voilà. À côté de ça, ben, en conventionnel, ben, on utilise un petit peu de désherbage mécanique. C'est surtout pour le moment un peu peut-être de temps en temps en betterave, etc. Et ben, l'année prochaine, j'aimerais bien essayer sur 3-4 hectares dans une parcelle coupée en deux de faire un désherbage mécanique. J'ai la machine pour le faire. Voilà, je me dis, je vais essayer, on verra bien. Voilà, vraiment un petit expérimental. Parce que j'ai déjà essayé beaucoup de choses aussi. On a essayé aussi des semis dans des couverts. J'ai déjà essayé beaucoup de choses. Je suis de nature curieuse et donc voilà. Pour rebondir sur un petit peu tout ce qui était outils présentés, etc. On a parlé donc de plusieurs outils. Il y a certains outils dont il faut quand même bien repréciser. Quand on parle de la RC-Tri, oui, probablement le plus polyvalent, oui et non. En tout cas, c'est celle qui a l'aspect le plus large si on prend une bonne RC-Tri. C'est-à-dire qu'il y a une herse de prairie et une RC-Tri. Une herse de prairie, c'est une herse avec un angle, une vitesse, et une herse pour les grandes cultures, en tout cas, on parle d'une herse avec angle, vitesse et pression. Ça, c'est très important. Ça change énormément de choses. Pression qui cadre vraiment la dent au bon endroit, pouvoir aller déloger ce qu'on peut en mauvaise herbe. Et l'angle aussi, même dans les propres FCTRI. Moi, j'ai une expérience où j'ai eu une FCTRI avec un angle de dent, par exemple, à 90 degrés. Et erreur de commande, elle est arrivée la suivante, on est repassé en 12 mètres et on est repassé avec une FCTRI avec un angle à 110 degrés et dans des terres plus lourdes comme on a chez nous. Euh, Très, très, très grosse différence, par exemple, au niveau de l'agressivité et même au niveau de la polyvalence par rapport à l'agressivité des cultures. Euh, pour reparler, oui, je rebalaye vite les outils comme ça, voilà, sur ce que moi j'ai remarqué. Du côté de la FCTI, ça c'est bon. Euh, Ah oui, et alors, il y a un autre point, c'est qu'une FCTI, une bonne FCTI avec un système de pression, aura l'avantage, en arrivant à une période tout à fait au bon moment, quand on arrive à un moment où ben voilà, on a des terres qui vont croûter, mais des terres qui reblanchissent un peu, mais on voit encore un petit peu du noir sur la surface de la terre. J'ai eu même l'expérience où on a eu une hercéterie, une houe rotative de démo à côté de ma hercéterie et où ben, la hercéterie faisait même du plus beau boulot que certaines houes rotatives. Donc, faut pas se perdre non plus dans les houes rotatives. Il y a toutes sortes de choses, des cuillères dans un sens, dans l'autre, des systèmes de pression qui sont différents. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment très, très important. Sur le marché, il n'y en a qu'une de couleur rouge qui, je pense, va le plus loin. Attention de ne pas s'y perdre. La houe rotative est une super machine et que je n'ai pas même pas moi, j'ai un voisin qui était en bio et qui était un peu rouf-rouf. Il était très content d'avoir une machine où ça va rouler vite et avoir l'impression d'avoir travaillé, mais une houe rotative a un spectre plus, plus court au niveau de l'adventice, hein. Là, on peut aller jusqu'à presque 3 feuilles en étant très agressif avec une SC3. Ben, la houe rotative, ben, on est vraiment stable filamment, hein. Après, c'est trop tard. Avec un outil en plus qui est lourd, on passe souvent tous les 6 mètres parce que plus que 6 mètres, ben, ça devient un outil qui revient fort, fort cher. Donc, voilà. C'est une machine que j'aime beaucoup aller chercher chez mon voisin quand j'en ai besoin. Voilà. Alors, par contre, par rapport à la rotoétrie, ça, j'en ai eu une aussi. Et c'est peut-être plus polyvalent pour ceux qui ont des cultures avec des couverts de surface. Ça, c'est certain. Maintenant, on est limité aussi au niveau de la taille des cultures, parce qu'avec une culture qui est tout de suite grande, on est fort limité. En maïs aussi, si on veut passer ça en maïs, même à 15-20 centimètres tout de suite, ben, on coupe la culture, on est fort limité. Donc, je
moi, je trouve que ça, c'est mon avis personnel, que c'est plus une machine commerciale ou qui ne va que pour certains buts. D'ailleurs, je l'ai revendu assez vite. Je ne l'utilisais quasiment plus que pour des faux semis. Et euh, en fait, oui, que pour des faux semis et pour balayer aussi, on avait des chicorées, peut-être le rang, parce que ça, c'est assez intéressant au niveau du rang, mais bon, avec une citrie, on va très loin. D'où je reviens sur la polyvalence expliquée au début. Maintenant, une hercétrie, après le stade de 3 à 4 feuilles, ben là, il faut oublier, hein. Dans un sens ou dans l'autre, on peut ralentir, mais ne jamais l'avoir. Donc, il faut évidemment, comme je disais, être toujours au bon moment, en bonnes conditions. C'est très important de savoir bondir au bon moment. Maintenant, moi, je croise beaucoup et je crois beaucoup aussi, bon, c'est beaucoup plus contraignant au désherbage mécanique via la bineuse, même en céréales. Nous, ici, on travaille en 25 centimètres. Alors, ça peut être un peu large, bon, par rapport à des régions plus chaudes de SB, ben voilà, peut-être que on pourrait se contenter d'être avec des cultures plus serrées jusqu'à 16. Il y en a qui font de 16 à 20 à 30 centimètres. Moi, 25 centimètres, évidemment, bah, c'était une facilité par rapport aussi à mon semoir. Euh, Quoique, enfin bon, voilà. Euh, mais donc, du coup, on a une. Si par exemple, avant l'hiver, on arrive à avoir une culture qui est peut-être ou comme on a eu cet hiver-ci où on sème un peu trop tôt, par exemple, et qu'on a déjà des vulpins 3 feuilles, 4 feuilles, même pré-étalage, ben voilà, ben, la mineuse, clairement, ça, elle va venir ratiboiser le bazar, que ben, la FC3, ben, on n'aura plus que ses yeux pour pleurer, et regarder la moissonneuse semer derrière dans la terre pour les années à venir, quoi. Donc j'aime bien vraiment avoir plusieurs aspects au niveau du désherbage mécanique, que ce soit en céréales ou en, en maïs, parce qu'on fait aussi du maïs grain, on fait aussi des pommes de terre. Il faut vraiment avoir plusieurs actions et ça, c'est important. C'est un peu comme en phyto, en fait. Il faut se dire, voilà, on va passer une fois avec un outil et puis on va faire, enfin, voilà, c'est le pré-émergence, ben, c'est le faux semis. Il y a des choses, en fait, qui linéairement sont quand même assez identiques. Maintenant, le gros problème, surtout quand on est en bio, ben, c'est que quand on a utilisé toutes les armes, qu'on n'a pas eu la météo avec nous et qu'on n'a pas eu, voilà, ben, voilà, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça arrive où on a des années catastrophiques. Maintenant, voilà, on essaie d'éviter pour essayer d'être le plus pro possible jusqu'au bout et on arrive à avoir quelques résultats. Voilà. Par rapport au, au binage de maïs, justement, il y a aussi l'aspect où en maïs, le maïs n'est pas une culture compliquée à désherber, mais ça demande aussi de la patience et il faut surtout passer plusieurs fois. Donc, il y a en effet ces faux semis-là qui sont toujours primordiales. Il y a le binage qui est primordial. Et alors, dernier aspect que je veux mettre en avant, nous, ce qu'on fait pour pouvoir essayer d'avoir le rang le plus propre possible, même si cette année-ci, ça n'a pas été aussi facile que les autres années, pour la première fois, parce qu'on a eu une année très froide, les maïs ont du mal à démarrer, et voilà, mais d'habitude, donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on rebute aussi les pieds. Donc, on fait l'inverse de Monsieur Williams. Nous, on rebute à la fin. Et là, on a vraiment cet effet, on recouvre vraiment les quelques mauvaises herbes qui sont au pied. Le problème de ça, c'est que cette année-ci, on a eu un temps très, très froid. Et donc, on a eu énormément de kénopodes sur le rang. Euh, Voilà. C'est donc cette année-ci, ça a été vraiment compliqué à ce niveau-là. Maintenant, bon ben voilà. Maintenant, on passe à côté des maïs, ça paraît propre. Moi, je n'aime pas. Il faut aller dedans pour voir, quoi. Et quand on a moissonné, ben voilà, malheureusement, ben, on a été un peu à la main dedans cette année-ci. Pour la première fois, j'ai été à la main dans du maïs. Sinon, c'est quelque chose qui est suivable.
au niveau des herbages mécaniques qui n'est pas trop compliqué, quoi. Voilà. Par rapport, oui, au semis sur but, euh, pourquoi pas? Maintenant, faut remettre dans le contexte où peut-être avoir dans des régions où il y a plus de cailloux, avoir où comment on gère le rang, c'est très important. Et là, on n'a pas, on a aucun, voilà, je suis plus dubitatif. On est quand même sur des écartements très larges. J'ai déjà moi-même l'impression qu'à 25 centimètres d'écartement, on est déjà à la limite de l'écartement dans une culture, par exemple en céréales. Donc, semis sur but, voilà, peut-être en maïs, je sais pas. Maintenant, l'idée est super chouette. Le gars, il est génial. Ce qu'il fait, c'est magnifique. C'est vrai que c'est génial. Moi, je l'ai suivi. Voilà. Mais moi, je suis personnellement pas convaincu encore à 100% de la technique. Voilà. Donc, ici, j'ai balayé, moi, un peu tous les premiers slides. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ben, c'est très bien, tu as toutes les infos complémentaires. Je voulais juste te reposer une question justement sur ta RC-Tri que tu as reçu avec différentes inclinaisons dedans. Ouais. Est-ce que tu as pu remarquer que certaines inclinaisons pouvaient laisser plus vite passer des débris? Parce que j'imagine allez, un sol avec une couverture qui a été roulée, enfin un couvert qui a été roulé ou du maïs grain par exemple, un froment qui a été mis dans du maïs grain, parce que l'angle de là-dedans pourrait influencer le fait de faire cet effet moins râteau, quoi. Mais d'être tout aussi agressif et d'avoir l'efficacité de faire dégager les adventices. Après, peut-être, mais on est quand même avec un nombre de dents qui est là. On ne sait pas le retirer. Tu as, X dents au mètre. Et donc, voilà, c'est l'avantage de la rotoétrie. Si tu as vraiment des débris végétaux, maintenant, on va se retrouver dans un maïs. Si tu veux passer, ben, t'as très peu de temps parce qu'avant, tes 5-6 feuilles, ça vaut pas la peine. Après, peut-être un peu avant, mais après, ton maïs est trop grand. Donc, voilà. Mais maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent adapter des outils qui passent vraiment entre les rangs. Ça peut être possible, hein, attention, hein, tout est possible, hein, même les RC-Tri, il y en a qui relèvent les dents pour passer au GPS, etc., hein. En fait, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure, chaque situation est complètement différente et quand tu joues avec du mécanique, ben voilà, ça demande du temps, de la patience, se dire tiens, comment on pourrait faire, comment on pourrait améliorer, comment on pourrait faire différemment. Et ça, oui, ça c'est vrai que bah, quand voilà, si on passe sur le système plus conventionnel, ben, c'est beaucoup plus simple, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, je t'avais mis également, je suppose que tu voulais en toucher un mot aussi sur ton itinéraire technique en chicorée, Ouais. enfin, tu m'as un peu dit les résultats, je trouve ça assez impressionnant, donc je te laisse expliquer. Ben oui, je ne sais pas si tu vas faire aller les slides ou pas, je ne sais pas Oui, comment ça oui, fonctionne. Moi, je suis un oui, peu comme oui, un t'inquiète. touriste là. Oui. On a rassemblé les 4 gamins, on les a mis au lit. Euh, bon, ben oui, donc voilà. Ben oui, la chicorée, c'est une culture qui, en mon sens, en désherbage mécanique, est une des cultures les plus passionnantes, mais les plus chiantes. Donc, il faut quand même bien avouer que c'est quand même pas facile, mais c'est une culture qui est gérable et qui, en fait, on arrive facilement à avoir de très bons résultats. Euh, Si on a quand même, on arrive à arriver au bon moment et qu'on suit bien sa culture, moi maintenant, ça va faire 6-7 ans qu'on en fait, c'est quelque chose qu'on a souvent réussi. Maintenant, il faut se retrouver quand même dans des bonnes terres, hein, appropriées à la chicorée. Là, on a déjà poussé les limites, mais c'est une culture qui, ben voilà, au niveau
il n'y a rien à faire. Au niveau fongique, ben, ça ne demande pas grand-chose. Une fois qu'elle est bien démarrée, une chicorée, c'est compliqué à arrêter. Donc, si là, on veut faire vraiment l'impasse, plutôt l'impasse chimique, ben, c'est la culture qui s'en rapproche le plus, mais qui demande le plus de sueur aussi. Donc, voilà, c'est un peu, elle nous donne ce qu'on lui a donné, quoi, en gros. Nous, ici, on les sème, on fait deux, trois faux semis. Des fois, on agit même avec des brûlages sur les terres en plein. Et puis après, la RC des fois on évite, des fois on évite, des fois il fait bon, au lieu de rebouler toutes les couches de terre, comme tu l'expliquais, on repasse un coup de fissurateur avec sol par exemple, et puis on repasse tout léger. Euh, et puis alors après, ben, on a cette fameuse ravette, hein, l'ami du fermier qu'on essaie d'éviter, mais malheureusement, ben voilà, pour le moment, elle est encore là. Il commence à y avoir des alternatives. Je vais avoir une machine en démo ici qui était exposée au salon notamment. C'était une imitation de la fameuse marque Ulmana, là, une machine qui prend vraiment entre chaque chicorée. Après, il y a le système du robot aussi qui plante chaque graine et puis après qui repasse sur ses propres semis. C'est un super beau système sur papier, mais moi qui me fait fort peur parce que j'ai un collègue qui l'a, avec qui je m'entends très bien. Et ben voilà, c'est tellement lent qu'il faut, voilà, on a déjà du mal à arriver aux bonnes conditions, mais si en plus le gars, il prend 5 ou 6 fois plus de temps, ben ça peut avoir des impacts. Déjà au semis par rapport à l'humidité, parce qu'une chicorée, ça aime beaucoup l'humidité, il faut qu'elle soit vraiment mise au bon moment, ou juste avant une pluie, ou voilà. Et puis alors, ben, le binage aussi, le verbal aussi peut en subir des conséquences, parce que si la vitesse n'est pas là, voilà. Maintenant, ben oui, la rasette, ben, ça demande de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre chère, ça demande de l'attention, etc. Donc, tout doucement, c'est le gros point à démêler. Euh, par après, quand on rate, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé, c'est arrivé une fois dans une terre. Ou alors quand on a une chargaison qui est quand même plus tardive, on peut se permettre, mais ça, il faut l'apprendre qu'en dernier recours, de brûler une chicorée à 2 feuilles troisième pointante. Alors, c'est assez impressionnant, hein. Euh, tu vas souvent voir la terre, tu vois. Après, tu te demandes un peu ce que tu as foutu. Tu dis, wow, wow, wow. Et puis tout à coup, ben, ça revit, ça revit. Et puis voilà. Et donc là, alors du coup, ben, on arrive à revoir le rang. Et donc, bah, voilà, on évite un peu de la main-d'œuvre. Maintenant, le coût du gazage est quand même explosif, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc voilà. Par après, ben, alors on arrive directement avec la bineuse le plus proche possible. Là, on voit la bineuse, ben, souvent, ben, on voit qu'il y a un petit siège derrière parce que tant qu'on voit la chicorée à l'œil nu, si les conditions sont bonnes, il faut aller biner. Et puis alors après, elle est partie, hein. Alors après, c'est plus que du binage. C'est plus que du binage en couvrant. Et puis après, c'est un passage d'hersétrie en alternance. On peut passer encore une fois, 2 fois, voire un passage d'hersétrie. Mais alors après, ben, on n'a pas moins de rendement que dans le conventionnel. Enfin, pas beaucoup moins de rendement que dans des terres conventionnelles. Les résultats, ça aussi entre 32 et c'est déjà arrivé 45, 50 tonnes, oui, c'est déjà arrivé 50 tonnes, oui. Maintenant, voilà, en bio, il y a un marché que pour la France pour le moment. En Belgique, ils veulent arriver à avoir un système de repiquage. Ça fait 5 ans qu'ils nous en parlent, ça commence à m'énerver, parce que j'en ai marre d'être derrière la rasette. Mais voilà, il y a des choses qui évoluent à ce niveau-là. Donc, Beneo va probablement, normalement, en mettre l'année prochaine. Et puis, ben, alors, moi, je travaille beaucoup avec des Français. L'avantage avec les Français, c'est qu'évidemment, on a des chicories qui partent plus tard dans la saison. Donc, c'est une semaine après la Toussaint. Et donc, là, la garantie du rendement est quand même nettement plus grande, quoi. Voilà. Ok, top. Bah, une bonne explication en chicorée. Maintenant, j'avais remis ça un peu
d'après ton expérience, je sais que c'est pas spécialement évident, mais quels sont les plus gros problèmes que tu as pu rencontrer dans ta démarche de désherbage mécanique? Pareil, quel outil serait le plus approprié, à ton sens, pour une première utilisation? Et alors, pour ça, c'est plus pour toi, quels seraient tes objectifs dans le futur pour essayer d'avancer dans ce sens-là? Et je vois que tu es déjà très, très bien parti. Ben oui, donc ben moi, oui, clairement, ben la fameuse RC-Tri, c'était l'outil dont je rigolais un peu avant, hein, et dont je rigole de moins en moins parce que c'est un outil polyvalent que j'utilise aussi en pommes de terre, en énormément de cultures. C'est l'outil beaucoup plus passe-partout, ça c'est clair. Le binage, en tout cas pour ce qui est des céréales, c'est beaucoup plus contraignant quand même. Il faut quand même se dire qu'en rendement hectare, quand on fait 15 à 20 hectares sur une journée, c'est beaucoup. Que quand tu prends ta LC-Tri et que tu pars et que tu fais du bon boulot, que ça se passe bien, bah, tu peux faire 7-8 morceaux et faire 70 hectares sur une journée, quoi, hein. C'est pas un problème. Donc au final, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, bah voilà, t'as pas beaucoup moins de rendement avec quand tu es en 12 mètres avec une RC-Tri, quand tu es dans des stades développés où tu sais rouler et que tu es dans des bonnes conditions. Voilà, que des fois ça interpelle un peu, tu te dis, bah, tu sais, quand tu vas remplir ton PV, ben, tu dois le remplir, tout ça. Bon, maintenant, on sait quand même faire plus d'hectares, hein, mais je veux dire, on a quand même un début de chantier qui est intéressant. Maintenant, voilà. Le tout, c'est surtout d'aller voir quand l'utiliser, aller voir dans la terre, pas à côté de la terre, se mettre accroupi, regarder. Euh, un désherbage mécanique, ça ne se regarde pas, pas de la Jeep, hein. De la Jeep, tout est beau, hein. Donc, mais sinon, ouais, le futur objectif, bah, il y en a plein parce que les défis sont grands. Peut-être, oui, peut-être essayer d'inclure du désherbage mécanique un peu plus en conventionnel, à voir. Voilà. C'est vrai que quand on reçoit les factures, ça fait peur. Si tu es outillé, tu te dis, bah, il y a des fois, d'ailleurs, on m'a déjà appelé hein, pour des désherbages, pour faire des avoines d'hiver notamment, où ben, il y a plus d'action non plus à ce niveau-là. Euh, En fait, au fur et à mesure, on va peut-être finir par y être contraint. Ma compagne, enfin ma fiancée, m'expliquait tout à l'heure qu'on parlait de désherbage, que dans oui, quand dans les zones de captage, le ministre essaye de faire passer une loi selon laquelle on ne pourrait plus désherber chimiquement. Je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'on ne sera pas obligé de passer malheureusement par là? Parce que bon, je dis malheureusement parce que ça a beau être très chouette en photo, etc., c'est quand même beaucoup plus contraignant, hein. Mais donc au niveau des objectifs, ben voilà, si peut-être, oui, tout ce qui est désherbage plutôt de précision pour les cultures à valeur ajoutée qui vont peut-être se développer et qu'il faut suivre quand même de près parce que maintenant il y a l'intelligence artificielle qui est de plus en plus là. Elle est là pour nos outils, elle est là pour les élèves à l'école de Saint-Quentin, elle est là pour beaucoup de choses, je vois. Donc, ben, pourquoi nous, on l'utiliserait pas, quoi. Voilà, non, mais voilà, il y a beaucoup d'évolutions à venir. Ok, super, top. Un grand merci pour mon partage d'expérience. Maintenant, je trouve que le plus enrichissant aussi, c'est faut pas hésiter à couper, allez, à réactiver vos micros et à échanger. Si vous avez des questions, si certaines problématiques que vous rencontrez valent la peine d'être discutées, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu penses de rouler avant de passer la RC au printemps pour une céréale? Bon, moi, je trouve que ça marche encore pas trop mal de casser la croûte, un petit peu la croûte, et puis la RC ou la rotative, je trouve que le travail est beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si dans ton coin, tu fais ça aussi. Ou si... Ben, c'est vrai que le roulage, moi, j'en étais un peu fou pendant tout un temps. J'ai un peu abandonné parce que je me suis pris un peu des claques. Dans le sens où bah, des fois on est très étonné, c'est tout ou rien, mais au niveau du travail en lui-même, comme tu l'expliques, oui, ça apporte.
dans des terres irrégulières, par exemple, terre forte, etc., il n'y a rien à faire quand tu as roulé avant, ou ça, et ça c'est fabuleux. Quand tu as un coup de houe rotatif, ça peut être un plus aussi pour la RC3. Euh, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, en binage, j'aime aussi pas mal parce que souvent, on bine nos céréales et puis après, ben, en fait, on a quand même déchaussé un peu le sol, quoi, hein, tout est un peu bougé. Donc, les crasses qui restent encore dans les boulettes existantes, parce qu'il faut pas croire, quand tu bines des céréales, par exemple, après l'hiver, tu as toujours bien une motte ou quoi, et en fait, on l'éclate, quoi, parce qu'elle a un peu blanchi. Ça, c'est l'idéal, hein, c'est ce qu'on rêve tous. Mais derrière une roue rotative, oui, un meilleur, en effet, tu as un meilleur rendu, ça, c'est certain. Certain. Et derrière un coup de rouleau, le fait que ce soit rappuyé dans les zones hétérogènes, et alors on est beaucoup plus précis avec la FCTRI. Quand on est derrière un sol beaucoup plus veule, c'est beaucoup plus compliqué. On a tendance à, en effet, des fois, tirer un peu sur la culture. Il y a une question dans le chat. On dit que pour une RC-Tri, un angle de dent moins agressif peut être plus intéressant pour les sols avec des résidus en terre légère, mais plus compliqué en terre lourde. Donc, d'où plutôt conseiller un angle plus agressif. Avez-vous une idée plus ou moins à quel taux d'argile se situe la limite d'un angle à 120 par rapport à un 105? Compliqué à dire. Là, hein, c'est vraiment compliqué à dire. Nous, c'est vraiment dans les terres très, très argileuses où on voit que des fois, c'est plus compliqué. Quoique, pas toujours. Euh, Quand on est une terre très argileuse, quand on marche dans les terres, ça refait un peu comme du sable, comme ça. Que quand on a une terre beaucoup plus limoneuse, on a une terre beaucoup plus battue et du coup, ben, c'est beaucoup moins évident aussi. Et donc, je suis pas si sûr que ça parce qu'on parle toujours de terre forte, mais en tout cas, après hiver, ça n'est pas le cas. Des fois, on a même des fois, même quand je dis, ça paraît plus sec dans des terres fortes que dans des terres, parce on va avoir évidemment une faible profondeur. Donc, l'angle, voilà, on est limité au niveau de la dureté de l'angle. C'est vraiment très compliqué à dire. Euh, Ce qu'il y a de certain, c'est que à partir du moment où on se retrouve dans un sol dur, ben oui, si tu veux être plus agressif, il faut une dent à 105 et pas à 120. Ça, c'est clair. Euh, une dent à 105, on est quand même avec quelque chose. Quand c'est rajouter de la pression, on peut décaper, hein. Ça, j'ai déjà fait l'expérience pour m'amuser le long d'un fossé où il y avait beaucoup même des camomilles, qui est l'ennemi numéro un en bio. Ben, je passe trois, quatre fois, en forçant, il y a moyen. Une 110, mais beaucoup mieux, attention, une dent plus allongée est beaucoup plus intéressante, peut-être en effet dans des résidus, mais dans tout ce qui est, si on veut être plus souple au niveau des réglages pour des cultures à valeur ajoutée qui n'ont pas de conserverie ou autre, là on sait quand même être quand même beaucoup plus souple. Euh, on pourrait être beaucoup plus traître avec une dent beaucoup plus agressive. Ça, voilà, faut être beaucoup plus méticuleux avec une dent plus serrée, quoi. Je pense que dans les terres fortes, en effet, je suis pas si sûr que ce soit vraiment le souci. Après, je pense que, Gauthier, dis-moi si je me trompe ou pas, mais je pense que ta question aussi était un peu tournée sur le fait des résidus. Allez, voilà, je ne sais pas si vous vous connaissez avec Guillaume, mais voilà, on connaît ta ferme, on sait que tu travailles un maximum de semi-direct, ce qui fait que tu as en général énormément de résidus en surface. Donc voilà, je pense que la question est surtout là aussi de savoir à quel moment on peut se permettre de passer avec les résidus que tu peux avoir sur tes terres. Le problème des résidus, enfin, le travail mécanique et résidus sont pas super compatibles. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, en effet, on retombe sur la rotoétrie, qui est un outil il n'y a rien à faire. Quand il y a des résidus, pas pour rien qu'on a inventé le disque, c'est tout ce qui est roulant et pas traînant. Donc, il faut repartir là-dessus et essayer de trouver des solutions. À ce niveau-là, alors oui, alors il y a peut-être la houe enfin la houe et les tris rotatifs, quoi. Mais
C'est vrai que ça limite beaucoup le mode d'action parce que ouais, tu te retrouves avec des outils moins polyvalents, mais voilà, après, il y a un choix aussi de couvert qui est peut-être justifié pour d'autres raisons. Et ça, enfin, même pour le désherbage, il y en a qui misent vraiment là-dessus. Je pense que ça doit être le cas de Gauthier. Donc, voilà, ça, c'est chacun un peu à sa vision. Mais au niveau de la compatibilité, évidemment, c'est limitant. Donc, j'ai un Triticale poids de mi-octobre qui est assez grand. J'ai pas fait de désherbage parce que bon, les conditions étaient assez humides. Et donc, ça se met à 25. Et donc, il y a beaucoup de matière organique. Donc, qu'est-ce que je peux encore faire au printemps? Compliqué. Sommet à 25, donc, mais il recouvre déjà. Non, hein. Bah, si on voit encore l'interrant, on peut peut-être faire un binage au printemps, mais s'il y a beaucoup de couverts, le problème, c'est de Ah passer la non, journée. j'ai mis comment tu dis, 20 tonnes de fumier de manège, donc c'est assez pailleux. Donc il n'y a pas moyen de passer avec une baineuse ou un RC3. C'est un peu, ouais. Comme tu dis, quand il y a beaucoup de résidus, c'est un peu compliqué, comme on dit. Toi, tu fais toujours RC3 à l'automne sur céréales? Non, seulement quand on sait. Seulement quand on sait, hein. Et quand tu ne Surtout, sais pas, comment tu fais? ah bah déjà, on s'aime tard, hein, de base, hein. Ah, Moi, avant là, tout ça, je reste à la maison, hein. Enfin, non, je ouais, m'occupe des ouais, tracteurs, mais je fais bon. passer leur bien. Et puis voilà, non, 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 il faut surtout pas s'énerver trop vite. De l'escourgeon, je sème des fois, ouais, souvent c'est semaine de la Toussaint et le reste, j'attends encore un petit peu. Ouais, ouais, Non, ouais. après, quand on annonce du mauvais, on y va quand même, hein, parce que avant, j'avais tendance à attendre de trop, maintenant, j'attends plus de trop. Quand on est passé la Toussaint, on commence à y regarder, quoi. On avance tout doucement, mais alors on prend, oui, on commence par de l'épeautre ou quoi. Et puis voilà, ça nécessite tout s'est enchaîné. Ça, voilà. Donc, mais ça évite quand même, c'est bête, mais les semis pas trop hâtifs, ça évite quand même énormément de problèmes. Des problèmes au niveau puceron, des problèmes au niveau euh, des herbages. Voilà, maintenant, soit tu es très très tôt, tu fais du semis dans les couverts, et il faut que ça explose et pas avoir de trous. Parce que bon, on parlait de manque de semis tout à l'heure, mais quand tu as un trou et que tu as, toutes des crasses qui se font parce que ton couvert n'est pas top, moi, j'aime pas trop ça. Et ça, moi, je ne crois pas que on ait des terres assez, même les terres les plus homogènes possibles. Il y a toujours bien un coin humide ou quoi où on a. Alors là, c'est l'entrée des camomilles, des grillets, des machins. Moi, je n'aime pas ça, mais voilà. Euh, Soit tu sèmes très tôt et tout explose et ça fonctionne très bien, soit bah voilà, il faut être patient, quoi. Ici, Parce j'ai que une parcelle. aussi, Ouais. aussi, pardon, juste en désherbage, binage, céréales, ne pas semer trop tôt, ça permet aussi, parce que moi j'ai une bineuse caméra, attention que quand c'est fort développé, on a déjà été très tard, mais c'est quand même mieux d'être avec une céréale qui n'est pas non plus trop développée après l'hiver, hein. On arrive, par contre, biner des céréales au gel, je l'ai déjà fait, il n'y a aucun problème. J'ai déjà fait beaucoup. Il y a une année, j'ai fait un paquet d'hectares comme ça, au gel, ça oui. Mais, et on n'a pas eu d'impact de rendement ni rien, ça s'est bien passé. Maintenant, il y a gel et gel, hein, voilà, ça allait pas mal. Mais il y a juste qu'il fallait arrêter quand ça dégelait, et quand il gelait trop fort, ben, ça devenait un petit peu, là, ça commençait à, quand on entendait de temps en temps que ça revenait dans le carreau arrière, tu dis, ah, commence à faire un peu dur. Donc la journée était terminée, puis voilà. Mais j'ai pas eu, franchement, là, on n'a pas vu de différence. Petite question parce que je trouve concernant la RC j'ai regardé un peu justement et on se retrouve à avoir des marques avec, par exemple, pour une 12 mètres, avec des différences de poids de plus de 1000 kilos d'une marque à l'autre. Et j'aurais voulu voir, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, je sais que par exemple une bleue, elle est fort légère par rapport à deux marques rouges. Et, et j'aurais voulu voir s'il y a vraiment un intérêt à avoir du poids.
sur ces largeurs-là, ou 1000 kilos de différence? Est-ce que c'est quand même... Ça me fait un peu peur concernant les petits trous. Donc j'aurais voulu voir justement en sortie printemps, est-ce que ces différences en vaut vraiment l'intérêt ou au contraire c'est limitant? Moi, en tout cas, pour ma part, ben, j'ai une bleue. Bon, comme ça, voilà, c'est une bleue et jaune. Comme ça, c'est clair. C'est ma deuxième. C'est vrai que ça paraît pas lourd. Maintenant, on n'a jamais cassé de châssis. Ça épouse très très bien le sol. Ça épouse comme un peu un oiseau. Alors, attention, c'est vraiment, faut voir l'articulation comme elle épouse. C'est impressionnant. Euh, j'ai jamais compris non plus l'intérêt d'avoir une machine trop lourde. Franchement, je voilà. Et il y a eu beaucoup de machines qui ont été imitées, mais complètement. Enfin, ça a été compliqué d'égaler, quoi. Euh, J'ai un voisin à qui je m'entends très bien, qui fait beaucoup de bio, qui a acheté je ne reviens plus sur la marque, pas très lourde, où il est obligé de mettre des masses. Mais moi, je vois pas l'intérêt. De mettre des masses, déjà, euh, pour aller sur une terre, trois quarts des gens se promènent avec des masques, ils en ont déjà pas besoin. Euh, voilà, je vois pas très bien l'intérêt. Et en plus, pour le coup, on a essayé de faire un passage très hâtif sur une culture ensemble et on a vu des grosses différences. Et franchement, non, moi, je n'ai pas je vois pas l'intérêt d'avoir une machine lourde, ça c'est clair. Ce qui est important, en fait, c'est aussi l'angle, et alors le pouvoir, désolé de le dire, le pouvoir pénétrant de la machine, de comment elle est par rapport aussi à sa hauteur, etc. Et j'aurais juste voulu avoir à la limite, votre ressenti sur les gens qui pensent que justement se mettent un petit peu à vouloir faire un peu de désherbage mécanique pour aller vers une agriculture un peu plus hybride. Est-ce que le jeu, est-ce que c'est plus une volonté qui va être vite calmée par la complexité du système, ou est-ce que c'est au contraire c'est quelque chose qui va permettre ouais, d'ouvrir des horizons différents et nous motiver seulement à aller de plus en plus? L'idée c'est juste de prendre les avances sur la politique, voir qu'on va y arriver, mais j'ai peur d'être déçu et être pris en temps aussi, ou être enfin, le compromis vraiment, tant qu'il n'y a pas de volonté politique ou d'obligation, est-ce que c'est pas plus se casser la tête et se complexifier que de pouvoir vraiment se faire les mains et de se dire on y va, on prend le train en avant et go quoi. En fait, le seul risque, c'est d'être dégoûté au moment où on se sera obligé et que on sera plus craintif que motivé à y aller. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi aussi, quand j'ai commencé à faire du bio, bon, ben, il y avait l'opportunité, le marché qui se cassait la gueule, il y avait le défi qui était là. Et je m'étais dit dans le fond de ma tête, ben, il n'y a rien à faire. Il y a quand même de plus en plus de produits qui vont disparaître, etc. Et donc, je m'étais dit, il vaut peut-être mieux prendre de l'avance et un peu se faire son expérience. Ben, voilà, j'ai quand même, là, j'ai fait quelques années, j'ai quand même fait mon expérience. Et en effet, euh, je pense qu'on n'y est pas encore. Honnêtement, celui qui veut se lancer, je pense qu'on n'y est pas encore. On, on y sera, peut-être quand on y sera, ben, on se dira, ben oui, c'était quand même tellement mieux avant, hein. Non, non, mais voilà. Je- Si on nous oublie, si on est obligé, voilà, si on est équipé comme partiellement, allez, moi ici je suis équipé, donc je vais faire l'essai. Donc quelque part, ça me coûte pas grand-chose en plus. Maintenant, faire venir quelqu'un pour le faire faire, etc., ou s'équiper au prix où est le matériel qui ne fait que d'exploser, comment on essaye de nous faire croire encore que tout ça est possible? Même moi, j'ai demandé une machine de démo, mais je ne saurais jamais l'acheter. On parle de 20 000 euros, une machine pour 6 rangs, 20 000 euros par rang fois 20, fois 6 rangs. Ben voilà, pour gagner un peu de main-d'œuvre. On n'y est pas encore au niveau économique et au niveau pratique, on n'y est pas encore.
Ça, c'est clair. Euh, on, on arrive avec des choses plus performantes, mais tout ça qui est nouveau et plus cher. Et en plus, le matériel de base est cher. Donc, je ne sais pas comment on me fait croire encore que, tout, que c'est possible encore d'acheter beaucoup de matériel et de voir des tracteurs de plus en plus gros, des bazars. Ah, j'aime bien hein, les beaux tracteurs, hein, c'est pas ça, hein. C'est beau, hein, mais voilà, je suis assez sceptique. Euh, je pense que si un jour on est forcé à aller dedans, ben oui, tout le monde va s'y mettre, mais je ne sais pas s'il faut s'y mettre avant, en tout cas. Tant qu'il y a moyen de ne pas s'y mettre, je pense que voilà. Ou alors en étant dans un système hybride où moi je suis équipé parce que voilà, je fais de la valeur ajoutée, voilà, ou qu'on a des idées plutôt de respect, respect de ses sols, etc. Celui qui veut respecter plus ses sols et qui se lance à fond dans l'aventure du non-labour, ça c'est encore un autre débat. En tout cas, t'as pas l'impression de perdre ton temps, quoi. Enfin, je comprends le côté économique, ça, évidemment, c'est le premier point. Mais comme je comprends tout l'avance que tu as pris, c'est pas, tu ne le regrettes pas, quoi. Ah non, je ne le regrette pas, mais je vais pas dire que je suis techniquement plus avancé pour pouvoir faire les 180 hectares que papa m'a laissé. Je pense que si on fait ça, il va falloir acheter une RC-Tri 24 000. Il va falloir miner en beaucoup plus large. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une année, j'ai biné 100 120 hectares bien faits de céréales, ben, et je me suis occupé de tout le reste. Ben, quand tu as fait ça, il te reste pas beaucoup de temps pour voir ta femme et tes enfants, hein. Donc, non, mais on a un confort qui est là avec la phyto pour le moment. Il faut quand même pas le négliger, hein. Voilà, je ne suis pas spécialement contre non plus les phytos. Je pense qu'il y a des alternatives, mais voilà, je dis pour le moment, je sais pas, oui, peut-être que j'ai gagné du temps en expérience, mais ça, je ne serai pas plus avancé pour le moment, en tout cas. Pas tant que, oui, non, pas tant que, oui, non, on n'a pas encore la formule, la formule magique n'existe pas, hein, voilà, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées, qui font autrement. Voilà, je fais comme je peux et voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, un grand merci pour votre attention. Un grand merci, Guillaume, d'avoir partagé ton expérience. C'est quand même, disons, ça a beaucoup de valeur, quoi. Surtout que, voilà, tu fais ça depuis plusieurs années. D'autres, ici présents, ben, veulent mettre en place quelque chose. Et c'est vrai que d'avoir ta franchise et ton honnêteté de dire, bah oui, voilà, ça fait quelques années que je le pratique, mais allez-y avec des pincettes, quoi. Je pense quand même qu'il y a la possibilité d'encore faire pas mal de choses, que ce soit des aides à l'investissement ou pas, via certains organismes. Et essayer de tirer parti de ça, évidemment, se lancer tout seul, tête baissée, à se dire, bon, bah, je vais acheter une machine sans avoir réfléchi derrière au côté économique, c'est un peu plus Moi, ici, compliqué. ici, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, j'ai un voisin qui a acheté une machine, j'aurais dû l'acheter tout seul, je l'aurais pas acheté. Voilà, et il y a des choses à peut-être faire en synergie. Maintenant, on sait très bien que en agriculture, chacun aime bien travailler dans son coin et que c'est très très compliqué de travailler en association. Mais ça, c'est encore un autre débat. Oui, ça c'est sûr.